La race fut longtemps appréhendée dans un sens biologique, approche qui constitua l'une des formes les plus puissantes de l'idéologie raciste. À la suite de la disqualification scientifique et politique de ces catégories biologiques, le racisme fut relégué au rang de simple préjugé. Or, qu'en est-il de la production continuée de la race à l'ère prétendument post-raciale ? En mêlant une approche féministe attentive à une compréhension des rapports sociaux de sexe, une approche postcoloniale, l'ouvrage analyse les conditions historiques et épistémologiques de la production de la race dans des sociétés qui se sont constituées, politiquement et économiquement, sur l'esclavage et la colonisation. Il montre que le racisme n'a pas disparu et a pris, au gré du renouvellement des formes de l'économie mondialisée, une nouvelle configuration qui oblige à nous interroger sur la supposée opposition entre un racisme biologique et un racisme dit culturel, qui aurait entériné l'inexistence des races biologiques mais selon lequel il y aurait des différences culturelles irréductibles entre les peuples. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui relève d'un événement au sein du réel? La question est double et porte à la fois sur le contenu du réel, sur ce qui peut prétendre faire l'objet d'un examen théorique, et sur ce qui peut prétendre énoncer ce réel pour compter comme proposition d'interprétation et de transformation du monde. Elle s'oriente doublement à la fois sur les conditions de présentation du réel et sur les conditions sociales d'énonciation de ce réel. Il est généralement admis que serait réel ce qui est doté de la consistance d'une essence, ce qui est. Une essence est en effet supposée concentrer l'identité ontologique de ce qui existe, soit l'ensemble des propriétés et des relations sans lesquelles, semble-t-il, cette existence ne pourrait ni être conçue. Or la question est de savoir ce qui opère une réduction ontologique, voire une privation d'essence dans le processus de racisation des êtres humains. C'est dire lorsque ceux-ci sont appréhendés par le biais de catégories raciales qui précèdent ou accompagnent leur présentation dans le monde. Cette interrogation est indissociable de ses implications psychologiques, puisque la profondeur d'une essence peut être saisie à la première personne dans le cadre d'une introspection. Or, de fait les personnes de couleur furent souvent considérées comme dénuées de profondeur, d'intériorité, de capacité à développer un vertige psychologique, une inquiétude, voire une angoisse métaphysique. Elles étaient supposées étrangères à l'être pour la mort au sens défini par Heidegger qui désignait par là la possibilité d'un rapport authentique et unique à sa propre mort. C'est ce qui fait relever amèrement à Fanon une préconception commune selon laquelle le nègre ne se suicide pas d'eux. L'idée sous-jacente à ce douloureux lieu commun est de souligner l'atavisme des Noirs face à leur souffrance et leur incapacité à s'élever au rapport authentique à soi, à cette hauteur morale de l'humain capable de préférer la mort à la réduction de sa vie. Ces réflexions cependant n'interviennent pas dans une discussion de la phénoménologie heidegérienne, puisqu'elles prennent place au sein d'une discussion de la dialectique du maître et de l'esclave, dont la pertinence de l'usage interprétatif de la réalité de l'esclavage et de l'émancipation est mise à l'épreuve du contexte historique de l'esclavage de plantation dans les anciennes colonies caribéennes. Fanon montre ainsi que le maître dont il s'agit dans l'esclavage colonial n'a rien du maître au sens compris par Hegel, qui s'affirmerait d'abord dans une réciprocité des consciences. Ici en colonie, le maître se moque de la conscience de l'esclave. Il ne réclame pas la conscience de ce dernier mais son travail d'eux. Trois choses sont ainsi mises en cause pour révéler l'inadéquation, pour le contexte colonial et post-colonial, de ce qui s'est présenté suite à la lecture de Hegel par Alexandre Kojève III, comme un schéma matriciel capable d'élucider une grande partie des récits d'émancipation, à savoir la dite dialectique du maître et de l'esclave. Premièrement, l'absence de lutte pour la reconnaissance et d'un affrontement de la mort dans ce qui est désignable comme une épreuve de la liberté, c'est-à-dire une lutte effective pour sa propre libération. Ce qui est pointé comme problématique dans les colonies est donc la reconnaissance sans réciprocité première des consciences, et le fait que le savoir que j'ai de ma propre valeur dépend d'un autrui considéré non pas symétriquement mais au contraire asymétriquement, celui-ci désignant le blanc ou le maître, les deux termes étant interchangeables. Deuxièmement, le rapport de l'esclave aux objets, et notamment à l'instrumentalité n'est pas le même que chez Hegel,
puisque le processus de réalisation chez l'esclave ne se fait pas dans l'objet. C'est par le maître que l'esclave se libère et s'objective, si bien que l'étrangement à soi ou réalisation hors de soi, propre à tout esprit, ne s'effectue que sous la forme d'une dépossession de soi, et non d'une réappropriation de soi par la technique. Troisièmement, la lutte pour la reconnaissance en situation postcoloniale ne se situe pas dans le champ immédiatement politique, mais dans le champ de l'intimité et de l'érotisme, puisque c'est par exemple par la possession sexuelle de la femme blanche que le noir se sent homme, c'est dire blanc. En insistant sur cette pathologie des expériences de la reconnaissance, Fanon souligne l'impossibilité de la mise en œuvre dans les sociétés coloniales d'une logique de la reconnaissance telle que la pense Hegel. Reprenons le schéma hegelien de la dialectique de la reconnaissance. La conscience de soi telle que l'entend Hegel ne renvoie pas à la conscience, que l'on peut dire formelle, qui distingue son savoir des objets de son savoir et qui ne serait elle-même que par un mouvement réflexif distinct de ces objets. Elle renvoie plutôt à la conscience de son essence et de sa valeur. Et précisément, ce qui constitue l'essence d'un esprit, c'est la liberté. Or, toute conscience a le sentiment, la certitude, dit Hegel, de sa liberté. Mais pour se voir confirmer cette certitude et l'élever au rang de vérité, il faut passer par un processus de reconnaissance qui est avant tout un rapport. Rapport est non seulement attestation ou reconnaissance unilatérale par un tiers qui me déclarait effectivement libre, il s'agit bien d'une réciprocité en ce que chacun se rapporte à autrui non seulement comme objet de désir, mais comme une conscience de soi qui prétend également à l'universalité. On voit bien comme ce rapport s'établit donc dans le cadre d'une symétrisation des consciences qui chacune nie la particularité de son désir, le caractère fini de celle-ci. Et cette prétention à l'universalité, c'est-à-dire la confirmation de sa liberté, ne peut passer que par une épreuve, c'est-à-dire par l'acceptation du risque de sa vie. Par conséquent, il y a déjà à l'œuvre dans la lutte pour la reconnaissance réciproque une confrontation de consciences qui ont dépassé le simple être déterminé, la choséité, mais qui prétendent désormais dépasser également la simple organicité du vivant, réduit à la seule satisfaction des besoins. Fanon interroge quant à lui ce que vaut une reconnaissance sans lutte, une reconnaissance qui fait-elle l'objet d'une cession, d'un octroi de liberté, même formulée dans le langage des droits universels inaliénables, comme par exemple celui du décret de l'abolition de l'esclavage de 1848 sous l'action de Victor Schœlcher, impliquant le versement d'indemnités pour le colon, ou encore le choix ultérieur par Aimé Césaire de la départementalisation de la Martinique contre une réelle décolonisation. Cette liberté concédée est l'équivalent d'un affranchissement, celui bien connu que les maîtres blancs accordaient aux noirs, plutôt aux mulâtres, ou encore aux vieux esclaves qui auraient donné des gages de leur désir de servitude. Or pour Fanon, comme pour Hegel, il n'y a pas de liberté sans épreuve de liberté, sans bagarre pour la déclencher, on se met à désirer un mépris explicite. Il voudrait que le blanc lui dise tout à coup « sale nègre ». Il aurait cette unique chance de leur montrer, de Fanon s'interroge ainsi sur ce qu'est une action authentique. Celle-ci, bien que ne se définissant pas primordialement par l'intention dont l'agent est porteur, avec une délibération intérieure suivie d'une décision et d'un passage à l'acte, mais par ses effets, son existence dans le monde, sa fonction d'événement, vise à la constitution du sujet. C'est pourquoi, le décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848, dont il cite exactement une des formules « Nulle terre française ne doit plus porter d'esclaves », n'est pas un événement. Une déclaration ne peut être hissée au rang d'événement que s'il est le fruit d'une véritable révolution entendue dans son sens effectif de lutte, et non pas comme un don. Une révolution ne peut être lisible que dans l'exigence de chacun de réclamer pour lui-même son humanité, et non pour le maître. Sans cela, la liberté n'est qu'un nom creux, celui dont on se félicite sans s'inquiéter des asymétries qu'elle reconduit. Une liberté philanthropique, pourrait-on dire. Il ne s'agit pas ici de mériter sa liberté. Bien au contraire, prenant acte du fait qu'un maître ne peut s'auto-abolir comme maître, il s'agit d'anéantir toute forme de confirmation de sa valeur par le biais d'un enregistrement passif auprès des détenteurs ultimes de la valeur, à savoir les Blancs. Liberté ne peut être accordée sans l'égalité, et le rôle de la lutte est de forcer à l'égalité.
L'humain n'est donc pas ce qui fait l'objet d'une révélation ni même d'un droit naturel, mais ce qui se construit dans une lutte en soi. Cette réclamation de l'homme en soi, cette interrogation sur la contenue réelle de sa liberté doit faire l'objet sans cesse réitéré d'une inquiétude. Sans cela, l'homme est dans un état de nervosité phobique, toujours à l'affût de regard du maître, ici en l'occurrence du blanc. Ce mourir ordinaire de la « mort sociale » n'a rien du « on meurt » dont parle Heidegger. Ce n'est pas un mourir qui accompagne les vivants qui s'en désinquiètent, et qui constitue notre horizon inéluctable, le marqueur de notre finitude. C'est celle d'une disparition de son être du cham même de l'être, ce que Fanon appelle la zone de non-être. Fanon considère à l'instar de Sartre et à l'inverse de Heidegger, la mort non pas comme expression de notre finitude, de notre essence, de ce qui nous donne notre profondeur, mais au contraire comme ce qui ôte à notre existence toute signification. Le deuxième aspect de l'échec d'une application de la dialectique du maître et de l'esclave concerne ce rapport de l'esclave aux objets, supposé constitutif de sa subjectivité. Le problème est posé dans ces termes par Fanon. L'esclave, ici n'est nullement assimilable à celui qui, se perdant dans l'objet, trouve dans le travail sa libération. Le nègre veut être comme le maître. Aussi est-il moins dépendant que l'esclave hegelien. Chez Hegel, l'esclave se détourne du maître et se tourne vers l'objet. Ici, l'esclave se tourne vers le maître et abandonne l'objet. Pour comprendre le caractère désastreux de cet abandon de l'objet, il faut avoir à l'esprit l'importance de l'objectivation dans une tradition marxiste dont se réclame Fanon. Chez Marx précisément, la perte de l'objet renvoie à la possibilité de l'homme de se réaliser, c'est-à-dire de satisfaire ses propres besoins. Ainsi cette perte d'objet ne peut être tenue pour aliénante que pour un être auquel l'objectivité, c'est-à-dire l'activité productrice, est essentielle. Que l'homme soit un être de chair, un être doté de force naturelle, un être vivant, réel, sensible, objectif, cela signifie qu'il a pour objet de son être et de l'expression de sa vie des objets réels, sensibles. Un être qui n'a pas d'objet hors de lui n'est pas un être objectif, un être non objectif est un non-être. Ceci veut dire que l'esclave est réduit à une force abstraite de travail, le travail lui-même étant ce qui vient déréaliser, désobjectiver le sujet. Ainsi l'aliénation n'est pas pour Marx le fait de devenir objet. Bien au contraire, l'objectivation est réalisation de la liberté humaine, de notre être, là où l'aliénation est privation des conditions d'objectivation. En l'occurrence, ici, pour Fanon, en abandonnant l'objet, ce à quoi l'on renonce c'est à nous-mêmes, c'est-à-dire aux conditions objectives de la libération pour se tourner vers des conditions subjectives d'une liberté qui ne s'exprimera dans rien d'autre que dans la quête de l'amour du maître, c'est-à-dire du blanc. On voit par conséquent comment s'éclaire à la lumière de cet apport marxien les propos de Fanon sur l'échec de la dialectique hegelienne de la reconnaissance à rendre intelligible le schéma de la lutte pour la reconnaissance dans un modèle colonial ou post-colonial des rapports asymétriques de pouvoir. Cependant Fanon précise bien que cette perte d'objet est un « abandon », ce qui semble indiquer un sens légèrement différent de l'aliénation entendue au sens marxien. L'aliénation, le complexe de l'abandon renvoie également chez Fanon au diagnostic psychanalytique, puisque de fait il étudie les ravages de la névrose d'abandon, selon laquelle l'abandonnique, celui qui se sent abandonné car obligé de se séparer de ceux qu'il aime pour se réaliser, est celui qui précisément est un quêteur, qui cherche la tranquillité, la permission dans les yeux du blanc. La névrose tient au fait que l'abandonné finit lui-même par abandonner ce qui lui ressemble et à rechercher à aimer non seulement ce qui ne lui ressemble pas, mais ce qui l'essentialise, ou pire, le méprise, car ce que veut devenir le noir, dit Fanon c'est être blanc, autrement dit dans le tableau social des équivalences de signes, celui qui précisément n'aime pas les noirs. Cette dimension affective constitue le troisième élément à partir duquel Fanon procède au déplacement de la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. Il s'agit du caractère érotique du désir de reconnaissance. Pour l'homme de couleur, la reconnaissance passe à travers la possession de la femme blanche, et réciproquement, pour la femme de couleur, le blanchissement constitue l'orientation du désir. La sexualité, ou la lutte pour l'amour du maître, est en effet le meilleur moyen de se blanchir, c'est-à-dire de s'émanciper. Les deux termes, blanchissement et émancipation, sont équivalents dans une société qui n'a pas livré sa véritable lutte pour la liberté, puisque l'émancipation ne sera rien d'autre que l'effort pour échapper à sa race. Ainsi, les conditions de l'amour de soi, de son acceptation, de la confiance en soi, sont celles de la honte de soi puisque je ne peux rechercher et accepter l'amour que dans la mesure où ce que l'on aime spécifiquement en moi renvoie soit à la manière de représenter exemplairement ma race, soit à l'inverse,
mais corrélativement, à la manière de différer de ma race. Par ses analyses, Fanon interroge plus généralement les philosophies de l'émancipation en montrant comment une analyse insuffisante des conditions historiques des luttes pour la liberté peut amener à négliger des expériences vécues d'émancipation comme n'étant rien d'autre que des enfoncements dans l'aliénation. D'où la nécessité de repenser ce qu'est un problème en philosophie. Par cette manière par laquelle il repense les positions épistémologiques, Fanon, et de manière plus générale, les théories postcoloniales interrogent la production matérielle des savoirs. En soulignant la spécificité de l'expérience vécue des Noirs ou des femmes et leur pertinence dans une approche existentielle déplacée, on pourrait effectivement penser avec Lewis Gordon qu'il y a sans conteste d'existentialisme noir au fondement de la pensée philosophique africana, c'est-à-dire issue de la diaspora africaine, qui vient renouveler la façon dont on pose un problème en philosophie, à savoir comme étant irrémédiablement lié à un engagement dans le monde de l'énonciateur racisé. Celui-ci, lorsqu'il est cette minorité racisée, sexualisée, ne peut poser les problèmes qu'à partir de l'indissociabilité entre son être propre et l'objet du problème. Comme le dit le sociologue afro-américain W.E.B. Du Bois, s'interroger philosophiquement sur notre rapport au monde lorsqu'on est racisé, c'est se demander en premier ce que cela fait d'être un problème. C'est ainsi que symptomatiquement, Du Bois analyse le concept de race dans le cadre d'une autobiographie. Certes, cette dimension pourrait paraître restrictive pour qui s'intéresse aux conditions d'énonciation objective du réel, mais comment penser le réel, avec quelles catégories et quels sont les outils pour le faire lorsque cette objectivation épistémologique elle-même vous déréalise? Le geste d'une philosophie décoloniale est donc proche d'une philosophie pratique marxienne, et plus généralement d'une théorie critique attentive à la fois aux conditions historiques de son énonciation et à la visée émancipatrice qui habite celle-ci. Une philosophie africana ou encore une perspective existentialiste noire, et par extension une approche postcoloniale en philosophie, n'est donc pas simplement réductible à la biographie de son auteur ou à la seule appartenance identitaire de l'auteur. Elle a une triple orientation. Elle s'intéresse aux conditions d'émergence d'une objectivité théorique, philosophique, qui s'ignore comme étant racialisée, en même temps qu'elle s'intéresse à l'importance de la conception raciale de la philosophie, explicite cette fois-ci, et enfin, à la manière dont la race structure l'expérience vécue. Il faut donc, à l'instar de ce que font la plupart des philosophes postcoloniaux, s'intéresser à cette compréhension intriquée entre race et philosophie. Et ceci dépend étroitement de la question de savoir si la race est bien un concept. Cette question, loin d'être purement scolastique, implique un enjeu fondamental. Celui de savoir comment la race correspond à une construction de la réalité qui, tout en donnant comme un fait irréductible, peut très bien faire l'économie de la référence à des faits dans son processus de justification, pour fonctionner comme un signe. Celui-ci n'est pas tout à fait un concept, puisque le propre d'un signe n'est pas nécessairement de correspondre à une description d'un ensemble de propriétés qui puissent être partageables universellement pour aboutir à une même compréhension d'un objet. Il est au sein même du discours ce qui vient déterminer les actes d'un sujet en raison de son pouvoir symbolique, et non pas nécessairement en raison de son pouvoir de description ou d'intelligibilité partagée de la réalité.